Madame, Monsieur, bonsoir et merci. Merci d'être sur Télé Africa. Merci de prendre à nouveau rendez-vous avec votre émission du jeudi, magazine d'information Ligne de mire, une émission consacrée ce 2 octobre 2025 à l'actualité politique évidemment, qui prévaut au Gabon en lien direct avec l'organisation jumelée des élections législatives et locales 2025. Le premier tour des élections législatives a donc été organisé le 27 septembre dernier et le tour unique des élections locales. Évidemment, le ministère de l'Intérieur, après le vote 48 heures après, a donc rendu officiel les résultats de ces élections législatives et locales en entendant la proclamation officielle des résultats par la Cour constitutionnelle. Et le contentieux électoral sera donc ouvert. Les différents candidats qui ont des recours à introduire auprès de la haute juridiction auront donc le temps matériel de le faire afin de pouvoir contester les résultats rendus publics par le ministère de l'Intérieur. Mais que ces élections n'ont pas été un long fleuve tranquille pour le ministère de l'Intérieur, pour Herman Imongo, le ministre de l'Intérieur. Plusieurs manquements ont été observés, devenus viraux sur les réseaux sociaux et certains acteurs politiques, des leaders, notamment ceux ayant pris part à ces élections en tant que candidats investis par les partis politiques ou en tant qu'indépendants, ont donc crié au scandale, demandant au ministère de l'Intérieur même d'annuler cette élection. On a vu les sorties de l'ancien Premier ministre Raymond Donsima, mais également de notre ancien Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé, de certains acteurs de la société civile qui dénoncent donc plusieurs irrégularités. On va faire le point donc sur cette forte actualité, tirer les enseignements de ce premier tour des élections législatives et du tour unique des élections locales avec mes 4 invités. On va s'interroger sur évidemment l'impact de ce que certains ont considéré comme étant irrégularité dans certains sièges, puisque sur l'ensemble de la circonscription, que ce soit au Gabon ou dans la diaspora, le processus s'est déroulé de façon, globalement de façon bonne selon les propos des observateurs internationaux et nationaux. Pour faire le point sur cette actualité, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de l'émission Ligne de mire de ce 2 octobre 2025 Félicien Rodrigue Nvou, acteur politique, militant du Parti démocratique gabonais. Monsieur Nvou, bonsoir. Bonsoir. Je reçois également Pascal Koulou, acteur politique également. Monsieur Koulou, bonsoir. Bonsoir, Il y a également sur le plateau Jean-Christian Kombila, journaliste, analyste politique, secrétaire général du mouvement Les Témoins de l'Histoire, monsieur, coordonnateur général du mouvement Les Témoins de l'Histoire, monsieur Kombila, bonsoir. Et il y a également sur le plateau Stevie Essima, en sa qualité de coordonnateur ou président de la plateforme Expression Citoyenne. Bonsoir, messieurs. Merci d'être une fois de plus au rendez-vous de cette forte actualité. Alors, l'actualité relative à l'organisation des élections législatives et locales au Gabon, on la suit depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, j'ai envie de dire. Nous avons organisé plusieurs fois des émissions sur ce plateau dans les programmes de Télé Africa pour faire le point sur le processus d'organisation de ces élections. Et le 27 septembre dernier, ça a donc été le grand rendez-vous, la convocation du collège électoral, les Gabonais de la diaspora également qui se sont rendus aux urnes, évidemment ceux vivant sur le territoire national afin de pouvoir voter les différents candidats, que ce soit investis par les candidats ou par les partis politiques. Alors il ressort évidemment de l'organisation de ces élections qu'il y a eu certaines irrégularités et au regard de ces irrégularités, il y a certains acteurs politiques de premier plan, parfois des anonymes ou même des citoyens lambda qui crient au scandale. Est-ce que ces irrégularités peuvent remettre en cause tout le processus? Doit-on parler d'élections mal organisées par le ministère de l'Intérieur? Est-ce que ces quelques manquements observés dans certains centres de vote peuvent remettre en cause la bonne organisation de ces élections? On va donc s'interroger. Retour donc en images en ce qui concerne les irrégularités. On a à l'image, là, à l'écran, ces photos de ces bureaux de vote. Je crois que là, on est dans la ville de Ntoum où tout a été saccagé dans un bureau de vote, les urnes cassées, les bulletins au sol, repartis donc sur le sol, la colère de certains citoyens qui n'ont pas compris évidemment qu'il y a eu
de la rétention d'informations parfois, ouverture tardive de bureaux de vote aussi, confiscation de matériel, semble-t-il, par les présidents des centres de vote. Donc là, on est dans la commune de Ntoum. On a également cette vidéo qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, devenue virale du côté de Moabi, notamment, où un vice-président d'un bureau de vote s'est retrouvé chez lui, à la maison, en tout cas hors du bureau de vote, avec plusieurs bulletins d'un candidat. Chose étonnante, évidemment, on est là 24 heures avant l'ouverture officielle, je pense, des bureaux de vote. Donc, un candidat se retrouve, ou un président d'un bureau se retrouve avec des bulletins par dizaines ou par centaines de candidats, alors que le vote a eu lieu 24 heures plus tard. Point d'interrogation. Autre vidéo, celle-là en provenance, je pense, du nord du Gabon, dans la province du Wolontem, très virale. Elle a été très partagée, cette vidéo, qui est amateur, évidemment, puisque on voit un compatriote à l'aide de son téléphone qui fait ces images des personnes surprises dans un véhicule avec des dizaines et des dizaines de procurations, alors que la loi est claire. À ce niveau-là, on va d'ailleurs parler de cette loi qui encadre évidemment l'utilisation des procurations en période électorale. Alors, des images assez choquantes, révélatrices de ces manquements observés dans certains centres de vote, dans certains bureaux de vote. Et avant de vous montrer la note circulaire qui a été prise par le ministère de l'Intérieur pour ramener le calme et revenir à l'application stricte de la loi en ce qui concerne par exemple l'utilisation des procurations, je voudrais avoir vos réactions, messieurs, par rapport aux images que vous venez de voir. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez vu ces images virales sur les réseaux sociaux et à la télévision notamment, monsieur Pascal Nkoulou? Monsieur Nkoulou. Bon, écoutez, il va de soi que ce sont des images qui interpellent. Elles interpellent parce que, comme tout le monde le sait, le Gabon, en 10 mois à peu près, a organisé 4 élections. Il y a eu le référendum, il y a eu l'élection présidentielle, et là, coup sur coup, il y a 2 élections, les locales et les législatives. Il est vrai que par rapport à l'intérêt qui est porté aux élections législatives, on a tendance à survoler qu'il y avait également en annexe l'organisation des élections locales. Donc, en 10 mois, le Gabon a organisé 4 élections. On a signalé un ensemble de faits que nous n'espérions plus revivre dans certaines circonscriptions, mais il faut également reconnaître que toutes ces choses sont constatées pour beaucoup à cause du non-engagement des différents candidats aux maîtrises des éléments et des vecteurs qui favorisent une élection transparente. Parce que lorsque les gens se permettent d'afficher des comportements déviants, comme ceux qui ont été constatés à travers les différentes vidéos, ça veut simplement dire que beaucoup de candidats ne mesurent pas encore la possibilité qu'il y a des risques à courir lorsque vous prenez de telles initiatives. Vous pouvez voir votre élection être invalidée seulement parce qu'on vous a pris dans une situation de fraude avérée. Donc, c'est autant de situations qui ne peuvent être que condamnées parce que l'objectif recherché au terme de ce processus de transition, c'était de vivre une organisation électorale transparente, comme ça a été le cas au référendum au présidentiel, et de permettre qu'il y ait une légitimité dans l'acquisition des mandats par ceux qui concourent à l'exercice au niveau des différentes représentativités que sont les assemblées locales et l'Assemblée nationale. Donc c'est vraiment quelque chose à condamner. Je crois que des mesures devraient être prises de manière beaucoup plus ferme parce que là aussi, c'est un peu l'habitude dans notre pays. On dénonce, et puis en fin de compte, il n'y a jamais de personnes qui sont vraiment punies pour avoir commis des actes allant à l'encontre des dispositions de la loi. Stevie et Sima, donc vous venez de voir, on vient de voir là à l'écran ces images-là. De toutes les façons, elles circulent sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours maintenant. Donc des irrégularités constatées, mais également des manquements constatés. Au-delà des procurations détenues par centaines, par certains, dans des voitures ou dans des maisons, des bulletins de vote, notamment, ou les bulletins de candidats même. Aussi, on a constaté aussi quelques manquements, notamment l'ouverture
relativement tard des bureaux de vote. La loi est claire, les bureaux de vote doivent ouvrir dès 7 heures. On a vu que dans certaines localités, ces bureaux-là ont été ouverts pour certains à 11 heures ou midi. On a vu également des défaillances en ce qui concerne le matériel utilisé pour garantir le bon déroulement des opérations de vote. Dans plusieurs centres, dans plusieurs bureaux, il n'y avait pas d'isoloir. C'était des isoloirs de fortune, des simples tissus attachés. Alors comment comprendre qu'en 2025, on en soit encore là à organiser des élections avec ces types de matériel, alors qu'on a organisé un référendum le 16 novembre 2024, une élection présidentielle le 12 avril 2025, qu'on organise des élections législatives et locales sans isoloir, avec des pannes de fortune attachées de façon négligée, des bureaux de vote qui ouvrent à midi. Comment on peut expliquer ça? Très bien. Effectivement, je partage l'avis de M. Nkoulou et de plusieurs citoyens qui estiment que ces élections ont connu quelques dysfonctionnements. Des dysfonctionnements qui ont été des dysfonctionnements majeurs dans certains endroits et parfois des dysfonctionnements bloquants. Bloquants parce qu'on a dû annuler je suis de soutien dans certains endroits de bloquants. Ces dysfonctionnements doivent nous interroger sur les enjeux que représente une vitalité démocratique. Qu'est-ce que nous voulons pour une vitalité démocratique? Quel est le rapport que nous avons avec les élections? C'est dans notre pays, les élections ont la particularité d'avoir conduit au cours de la libération du 30 août 2023. Et donc aujourd'hui, les élections sont devenues un pivot essentiel dans l'évaluation. Est-ce que c'est un baromètre de la vitalité de la démocratie gabonaise? Justement, c'est l'élection qui est le moteur de toute démocratie. Donc ces éléments que nous avons regardés sont à regretter. Mais moi je veux relativiser en disant que il faut quand même saluer aussi pour le compte des autorités en place d'avoir tenu le calendrier. Le calendrier qui a été annoncé par le CTRI a été tenu. Le Gabon a organisé à échéance tous ces rendez-vous électoraux. Est-ce qu'il y a eu de la précipitation? On se rappelle évidemment que dans ce processus, le 27 septembre dernier, ça a été le vote. Mais avant le vote, il y a eu plusieurs séquences relatives à l'organisation justement de ces deux élections par le ministère de l'Intérieur, avec le concours de la Commission nationale d'organisation des élections, la CNOSER et l'ACER, qui est l'autorité de contrôle. Il y avait déjà eu une forme de manquement observé pendant le processus de dépôt de candidature, le traitement de ces dossiers par le ministère de l'Intérieur, des noms qui disparaissaient, qui ont réapparu après. Comment expliquer justement que le ministère de l'Intérieur n'ait pas pu prendre les dispositions nécessaires? Est-ce que c'est le fait qu'il y a eu quasiment 20 000 candidatures, élections législatives et locales couplées? Qu'est-ce qui s'est passé justement? Je pense que dans le pays, on a la matière suffisamment grande pour organiser de bonnes élections. Je pense que des encadreurs électoraux, la capacité des agents électoraux et des commissaires électoraux à organiser une élection transparente, une élection crédible. Et puis la problématique des pressions politiques. Je pense que ce qui a souvent mis en mal ce processus depuis le début, c'est la problématique des pressions politiques. Parce qu'une candidature qui disparaît et qui réapparaît, on comprend bien que cette démarche peut être assimilée à des pressions politiques. Et ces élections, les éléments que nous avons sont du fait des politiques, du fait des pressions politiques. Ce n'est pas un agent électoral qui allait signer les procès dans une voiture, ce sont les candidats. Il y a un président du bureau de vote qui a été pris en flagrant de détention des bulletins de vote des électeurs, mais tout ceci, nous savons que c'est généralement la pression des politiques. Il faut que nos politiques assainissent la morale publique, parce qu'aujourd'hui, c'est un débat à deux niveaux, un débat de droit et un débat de morale publique. Jean-Christian Kobila, alors on sait que le président du parti Ensemble pour le Gabon, Alain-Claude Bilé-Binzé, avant le vote a été reçu par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État, chef de gouvernement, pour faire un point
sur l'organisation de ces élections. Alain-Claude Bilivinze fait partie des leaders politiques qui ont appelé de tous leurs voeux à un report de ces élections. D'ailleurs, après le vote du 27 septembre dernier, il a fait une conférence de presse pour le rappeler et pour dire que pour lui, on devrait simplement annuler les résultats de ces élections-là. Hormis la sortie d'Alain-Claude Bilivinze, il y a également celle de l'ancien Premier ministre Raymond Nonsima qui a également crié à la fraude, à l'incapacité de gouvernement à pouvoir organiser des élections libres et transparentes. Est-ce que vous estimez, vous pensez qu'il y a une forme de récupération politique de la part de ces acteurs? Est-ce que les manquements observés dans certains bureaux, certains centres peuvent remettre en cause tout le processus? Nous sommes dans un État démocratique qui reconnaît à chaque citoyen, n'est-ce pas, autant le droit de vote que celui de prendre la parole sur la gestion des affaires publiques. Et donc, M. Raymond Nonsima et M. Alain-Claude Bilivinze, qui sont des personnalités respectables et libres, n'est-ce pas, sont tout à fait indiqués à prendre la parole dans ce genre de circonstances parce qu'ils représentent l'un et l'autre une formation politique et de ce point de vue-là, leur intervention est tout à fait légitime. Maintenant, ces élections législatives et locales, M. Nonsima et M. Alain-Claude Bilivinze le savent sans doute mieux que nous parce qu'ils ont été aux affaires, sont les premières élections législatives organisées sous la Ve République, avec une multitude de candidatures, une multitude de forces politiques et vives, n'est-ce pas, en compétition. Et donc, il était prévisible, n'est-ce pas, qu'en pareilles circonstances, des dysfonctionnements ne pouvaient pas ne pas exister. Et en la matière, l'autorité de contrôle et de régulation des élections, l'ACR, a dressé un tableau plus ou moins sombre, n'est-ce pas, des conditions de déroulement de ces élections, justement, davantage que des conditions d'organisation. D'accord, on reste sur ce point, Jean-Christian Kombila. La dernière élection, avant l'organisation des élections jumelées du 27 septembre, ça a été l'élection présidentielle, organisée au mois d'avril dernier, le 12 avril. Ensuite, on sait que le calendrier de la transition a été décliné. On avait déjà arrêté la date de l'organisation des prochaines échéances. Donc, avril, organisation de l'élection présidentielle. Ensuite, on a le mois de mai, juin, juillet, août, quasiment 5 mois pour organiser cette élection. Est-ce que c'était trop court pour organiser les dites élections? Comment expliquer justement qu'on ait organisé dans de très bonnes conditions le référendum du 16 novembre 2024, organisé dans de très bonnes conditions la présidentielle du 12 avril 2025 et que 5 mois plus tard, on se retrouve dans cette situation de clair-obscur, de verre à demi-plein, à demi-vide. Comment l'expliquer justement? Donc le timing d'organisation de ces élections n'est ni trop court ni trop long. Ce qui est en jeu, M. Sima l'a dit tout à l'heure, c'est davantage ici la question de la moralisation, n'est-ce pas, des pratiques politiques. Parce que lorsqu'il s'est agi de l'élection présidentielle, il avait là un enjeu véritablement national. C'était l'intérêt supérieur de la nation qui a prévalu et donc l'ensemble des concitoyens, du moins la grande majorité des concitoyens, n'est-ce pas, s'est prononcé en faveur du plébiscite, n'est-ce pas, accordé au président de la République élu démocratiquement, Brice Clotaire Oligui Nguema. Maintenant, lorsqu'il s'agit des élections législatives et des élections locales, les enjeux ne sont pas les mêmes. Il y a des enjeux qui sont propres à chaque localité, à chaque partie du territoire, et il y a des enjeux qui sont propres, n'est-ce pas, à chaque formation politique. C'est donc une compétition à la fois entre des frères dans la même localité, entre des partis politiques établis à l'échelle nationale, et donc à partir de ce moment-là, l'adversité s'exprime et on ne peut pas ne pas penser que ceux qui sont dans les commissions électorales, ceux qui sont dans le processus organisationnel, eux aussi ne sont pas, comment je vais dire,
dépourvus d'appartenance politique. Et donc, souvent, dans ces conditions-là, entre la conscience démocratique, la conscience républicaine et la conscience partisane, parfois, les limites ne sont pas toujours facilement identifiables. Félicien Rodrigue, un vous. Alors, l'organisation des élections législatives et locales, c'est évidemment l'objectif. L'enjeu, on le connaît, c'est le renouvellement du Parlement gabonais, des conseils locaux, les conseils départementaux. C'est surtout pour les partis politiques aussi une forme de positionnement, que ce soit au Parlement, mais peut-être aussi dans le gouvernement. On imagine la nomination de nouveaux gouvernements après ces élections, peut-être dans la haute administration aussi. Est-ce que vous pensez que tous ces différents paramètres ont pu faire en sorte que ces enjeux-là arrivent à faire en sorte que le ministère de l'Intérieur, via la CNOSER et la SER, soit finalement inhibé par ces pesanteurs politiques? Non, je dirais non. Pourquoi? Parce que il faut revenir au rétroviseur. Le dialogue fini, il y a eu que on a appliqué un peu les résolutions du dialogue. Et après, on est allé toujours au référendum pour appliquer, pour avoir la nouvelle constitution. La nouvelle constitution acquise qui va faire en sorte que nous aurions un régime présidentiel extrêmement rigide. Et ce régime présidentiel, le président de la République va se porter candidat, le président de la transition, devenu président de la République, donc jouissant de la légitimité et de la légalité désormais. Au cours où j'étais, par exemple, lorsqu'il a prêté serment, il a décliné le calendrier électoral jusqu'au renouvellement de la Cour constitutionnelle. Ça veut dire que c'était quelque chose déjà de prévu, c'était quelque chose déjà de planifié. Donc, si le président de la République, et c'est important que le peuple gabonais le sache, que c'est lui-même, en personne, lors de la prestation de serment, qui a indiqué le calendrier de renouvellement des institutions. À partir de ce moment, il indiquait déjà le parachèvement des institutions. Or, il sait très bien, le président, au moment où il fait ce discours, qu'il prône la restauration des institutions. Donc, est-ce que ce qui s'est passé le 27 correspond à ce que le président nous a dit, que lui souhaite la restauration, puisqu'il a donné mission, il a donné mandat, et vous faites bien de le dire. Désormais, c'était l'administration qui devait s'en occuper. Désormais, c'était la CNOSER. Désormais, la SER. Est-ce que le président, qui a indiqué que moi je suis pour que, d'ici fin décembre, il y ait l'ensemble des institutions, parce que vous savez très bien qu'on parachève, il faut parachever la transition. Donc il nous faut des nouvelles institutions qui doivent frapper du sceau de la souveraineté, donc du choix du peuple souverain. À partir de ce moment, on se pose la question, ce qui s'est passé, est-ce que ça a eu l'aval du président de la République, ou alors les instructions du président de la République tendant à faire en sorte qu'il y ait une élection démocratique, concurrentielle et apaisée? On peut se poser la question. Alors, il y a plusieurs voix qui se sont élevées sur le terrain, notamment le jour du vote, le samedi 27 septembre dernier. On a entendu certains pester, passez-moi l'expression, contre le fait que la composition des bureaux de vote ait posé problème. Par exemple, on a dit les Gabonais qui avaient été formés, qui ont eu une formation, semble-t-il, certains auraient été écartés. Les scrutateurs qu'on aurait ou qu'on a choisis n'ont peut-être pas reçu la formation adéquate. Donc il y avait parfois une mauvaise lecture du code électoral. Est-ce que vous étiez sur le terrain, vous-même, dans une liste au niveau du 5e arrondissement de la commune de Libreville, et il semblerait qu'à votre niveau, dans votre circonscription, il y ait eu des manquements à ce niveau-là? Oui, non. Par rapport à des bureaux de vote? Non, je voudrais relever, non, les manquements, nous allons en revenir, mais ce qu'il faut dire, c'est que la loi électorale, le code électoral actuel, me paraît invraisemblable sur plusieurs aspects. Parce qu'il y a des positions, je vais vous les énumérer pêle-mêle. Prenons par exemple l'une des dispositions où le gouvernement de la transition, en 2024, et je parle devant l'opinion nationale et internationale, a ratifié toutes les conventions pour intégrer dans le corpus électoral
la notion de la représentativité des jeunes et des femmes. C'est une loi sur les partis politiques et dans notre code électoral. Or, le PDG est le seul parti, à l'issue des élections qu'on vient de passer, qui a intégré cette donnée. Donc ça veut dire qu'un citoyen lambda, quel qu'il soit, peut valablement porter des réserves devant la Cour constitutionnelle en disant « Monsieur le président de la Cour constitutionnelle, telle disposition du code électoral avec la loi électorale, voici ce que ça permet. Aucun parti en dehors du PDG n'a respecté cette procédure, pourtant ratifiée par le Parlement de la transition. » Donc, voilà un fait. J'aime m'appuyer sur des faits avérés, que tout le monde peut vérifier. Deuxième fait, ici, tous les partis qui ont concouru, mais la CNCR vient de se dévoiler en disant clairement que la loi permet à ce que M. Ange Pambo puisse avoir une seule procuration. Mais là où la loi est viciée, c'est que si vous êtes du premier arrondissement de la commune de Libreville, vous pouvez porter votre procuration au 5e arrondissement. C'est-à-dire que dans la commune. Or, avant, c'était là où vous votez, là où vous avez des intérêts et là où vous votez, que vous pouvez avoir une procuration. Or là, maintenant, on dit, vous pouvez quitter d'une commune, dans la même commune, vous pouvez exercer la procuration. Mieux, la procuration qui doit normalement être signée par le président de la commission, mais les procurations se sont faites. Moi, je fais un mandat, je donne à M. Sima. M. Sima, la stratégie électorale qui a prévalu, c'est laquelle? C'est que les gens qui ont le fichier électoral, puisque c'est du domaine de l'administration, les dispositions du code électoral sont claires. Rien que les autorités habilitées, donc les présidents de commission qui peuvent avoir le fichier électoral, rien que les commissions déconcentrées et la CNCR qui sont dépositaires du fichier électoral. Mais lorsque des candidatures, des candidats, quel que soit le parti, se retrouvent avec des fichiers et peuvent établir les procurations de telle sorte que de bus aller d'un centre de vote à un autre centre de vote et voter, et que c'est comptabilisé, ça devient un problème. Et nous, la CNCR elle-même reconnaît qu'il faut maîtriser l'établissement des procédures parce que c'est ce qui crée la transhumance. D'accord, on va évidemment évoquer ce point puisque durant ces élections du 27 septembre dernier, élections législatives et locales, cette question de l'utilisation, semble-t-il, abusive des procurations par certains et de la transhumance politique a été au cœur même du débat finalement, puisque les questions d'organisation matérielle n'ont pas posé problème en tant que tel. On a parlé de l'ouverture à 11 heures de certains bureaux, ce n'était pas généralisé. Le matériel, hormis, on a dit l'absence des isoloirs dans certaines localités, ça n'a pas posé de problème. Les urnes étaient bel et bien là. Le transport des urnes également, sans souci. Donc le problème qui a défrayé la chronique, c'est l'utilisation abusive de ces procurations et de, semble-t-il, cette transhumance-là. Alors que dit, je vous en prie, monsieur Mvou, que dit donc le chapitre 6 du Code électoral pour ce qui concerne le vote par procuration? L'article 147 dit « Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la liste électorale et résider dans la même commune ou le même département que le mandant. Le mandataire ne peut disposer que d'un seul mandat. » Donc, techniquement, monsieur Essima, ça veut dire que si vous devez voter par procuration, vous ne devez, vous, en tant que mandataire, avoir sur vous qu'un seul mandat, donc une seule procuration. Oui, merci. Mais je pense que Suppose la transhumance est du fait des habitudes, mauvaises habitudes des comportements électoraux. Si moi j'ai une procuration, ça veut dire que j'ai exercé mon droit de vote dans le centre où je suis enrôlé. Si je dois aller me faire voter dans un centre qui est hors de ma... Avant que vous ne poursuivez, je vais peut-être expliquer d'abord, je veux dire, donner aux téléspectateurs le contenu exact de ce que dit justement cet article 146 sur les conditions on va dire quoi, de délivrance ou de l'utilisation de ces procurations-là. Les électeurs, alors l'article 146 dispose, peuvent exercer sur leur demande leur droit de vote par procuration dans les conditions fixées ci-dessus. 1. Les électeurs
que des obligations dûment constatées retiennent éloignés de la circonscription sur la liste électorale de laquelle ils sont inscrits 2. Les malades, les femmes en couche et les personnes vivant avec un handicap qui sont dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin. 3. Les personnes placées en détention préventive et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale. 4. D'une manière générale, tout citoyen qui établit que des raisons professionnelles ou familiales le placent dans l'impossibilité d'être présent le jour du scrutin. Est-ce qu'il y a une, je pose la question à tous les 4, hein, est-ce qu'il y a une utilisation dévoyée justement de ces dispositions du code électoral en ce qui concerne l'utilisation des procurations, Pascal Nkolo? Bon, non, on termine d'abord avec Stébé, oui, et M. Sima, allez-y, oui. Non, je veux dire que utilité du fait que chacun veut juger de son droit de vote, même lorsqu'il est frappé d'indisponibilité. Les procurations, moi j'ai été commissaire électoral, les procurations généralement se faisaient avant le jour du scrutin, parce que le scrutin est programmé. Je sais qu'à tel endroit, généralement quand c'est pour raison professionnelle, je ne serai pas sur le territoire pour voter parce que j'ai telle mission qui m'oblige à aller hors du pays. On avait l'exemple avec le chef d'État. Le chef d'État lui-même a voté par procuration. D'accord. À quelques jours de sa mission à l'ONU, il a, selon les formes indiquées, parce qu'il y a aussi une donnée qui était dans l'ancien code et qui servait à résister la République. Généralement, on demandait la présence physique du mandataire et du mandant pour attester de ce que la décision ou la volonté de léguer son droit de vote a été bel et bien consentie. Et donc, le chef d'État, vous avez vu, il a appelé le président de l'ANOCER, autorité compétente, son mandataire et lui-même pour pouvoir établir la procuration. Ce qui pose pour nous aujourd'hui, c'est l'inflation des situations de procuration. Pourquoi il y a eu cette inflation-là? Cette inflation a été rendue possible du fait que certains candidats malicieux ont estimé que le rejet ou la difficulté à convaincre la population locale pouvait être compensée par l'importation, n'est-ce pas, des gens venus d'ailleurs et qui étaient qualifiés finalement de bevetants, et ce n'était pas de nature à rassurer et à crédibiliser l'écosystème local de chaque circonscription électorale. On va revenir. Évidemment, on poursuit sur cette question relative à la procuration. Pascal Nkolo, l'article 148 du chapitre 6 du vote par procuration dispose « Les formulaires de la procuration sont fournis par le ministère de l'Intérieur. Ils sont disponibles auprès de chaque commission électorale locale ou consulaire. Toutefois, ils peuvent être exceptionnellement retirés auprès des services compétents du ministère de l'Intérieur. » Point. Est-ce que cette dernière phrase peut prêter à confusion? Moi j'aimerais Quand l'article 48, la dernière phrase dit « Toutefois, ces procurations peuvent être exceptionnellement retirées auprès des services compétents du ministère de l'Intérieur. Oui. Retirées par qui? Non, mais je vais poser la question, la parole. J'aimerais qu'on soit clair. Vous savez, la loi, c'est la loi. Dès lors que la loi est précise, on la suit, on ne peut pas revenir sur des principes déjà établis. La loi permet l'usage des procurations. Ce qui n'est pas admis, parce qu'il faut éviter l'amalgame, ce qui n'est pas admis, c'est qu'une seule personne soit à se retrouver à voter 2 ou 3 fois en utilisant des procurations. Pascal Nkolo, je reviens. Bon. Non, oui, attends, s'il vous plaît, non, mais attendez. Non. Je reviens sur l'article 148 du chapitre 6 du vote par procuration. Les formulaires de la procuration sont fournis par le ministère de l'Intérieur. Ils sont disponibles auprès de chaque commission électorale locale ou consulaire. Toutefois, ils peuvent être exceptionnellement retirés auprès des services compétents du ministère de l'Intérieur. Retirés par qui? Bon, par des candidats, par des partis politiques. C'est à ce niveau-là qu'il faut... Quelle est la quantité des formulaires retirés? Bon, maintenant, si nous considérons qu'une élection politique est une organisation qui se joue sur 2 tableaux. Vous avez l'organisation administrative et vous avez l'organisation des partis politiques. Ce que je vais dire doit être bien compris. Je ne parle pas pour favoriser la fraude. Je suppose que lorsque vous avez, vous, à charge de gérer un électorat, vous pouvez effectivement vous assurer d'avoir fait inscrire des gens. Ces personnes ne peuvent pas se déplacer. Vous vous organisez pour avoir leur procuration que vous redistribuez aux différentes personnes susceptibles d'aller voter dans les bureaux de vote. Le fait
de vous retrouver avec un nombre important de procurations ne signifie pas que vous êtes en train de frauder. Ça veut simplement laisser penser que les personnes qui ne peuvent pas être physiquement présentes ont donné mandat que leur procuration soit utilisée. Et dans le cas des partis politiques, on peut s'organiser pour gérer cet électorat. Donc, ça ne fait pas c'est pas un acte de fraude. Il faut que les choses soient claires. Alors, je vais demander à la régie de nous remettre la vidéo justement de ce véhicule dans lequel on voit des personnes à l'intérieur avec des procurations. Ces personnes se font filmer justement pour essayer d'avoir une réponse, tentative de réponse par rapport à la lecture qu'on se fait de l'article 148 je de voudrais ajouter quelque chose. ce code électoral. Oui, rapidement, Oui, parce que je vais rapidement. passer la parole à monsieur. Ce qui amène ce type de situation, c'est quoi? C'est l'excessive méfiance. C'est-à-dire, lorsque les candidats transportent des personnes, ils veulent s'assurer que ces gens fassent effectivement l'objet du vote. Donc, ils mettent des équipes pour contenir la mobilité des électeurs. Ça peut justifier que vous postez à un endroit précis des gens pour récupérer des pièces et vous assurer qu'ils vont effectivement voter. Quand ces gens-là sont vus ou qu'on constate une présence, on peut penser qu'ils sont là pour frauder. Mais quelquefois, ce n'est pas la fraude. Oui. Non, Sur cette question. Sur cette question, je m'inscris en faux. Pourquoi? J'ai mon neveu qui a voyagé hier. Il travaille à Comilog. Hier, 1er octobre. Hier, 1er octobre, il a voyagé hier. Et je vais devoir voter pour lui. Mais pour voter pour lui, il faut qu'il me fasse non seulement un mandat, que je récupère le formulaire, mais parce qu'il vote à l'école publique de la 1, moi-même je vote à l'école publique de la 1. Mais là, la loi dit qu'on peut voter partout. Là n'est pas le problème. Le problème ici, c'est la restauration que l'on a dit de donner l'égalité des chances à tous les candidats. Or, comme dans ce cas de donner l'égalité des chances à tous les candidats, il y a des candidats d'une certaine formation politique qui étaient détenteurs des carnets entiers de procuration. Comment est-ce possible alors que ce n'est que les autorités qui sont compétentes sont au nombre de 3? Non, ce n'est pas ce que le texte dit, monsieur. On a tous le texte. Ça fait la 3e fois que je suis en train de lire l'article 148. Les formulaires de la procuration sont fournis par le ministère de l'Intérieur. Oui. Ils sont disponibles auprès de chaque commission électorale locale ou consulaire. Toutefois, ils peuvent être exceptionnellement retirés auprès des services compétents du ministère de l'Intérieur. C'est là que les services compétents, c'est les gouvernements, c'est les préfectures, les sous-préfectures. Comment vous interprétez ça? Mais c'est les sous-préfectures. C'est les sous-préfets, les gouvernements. Ils peuvent être retirés par qui? Mais les sous-préfets, les gouverneurs, ils ont le droit parce que... Oui, ces procurations auprès de ces services compétents peuvent être retirés par qui? Mais parce que la phrase est claire, hein, toutefois, par les autorités compétentes, le mot toutefois apporte une sorte de... Déception. Je veux dire quoi? Non, pas de nuance, ou d'atténuation, ou de disposition plus ou moins spéciale qui permet... Non, je vais vous expliquer. Non, le texte est clair. Le texte est clair. Il y a l'autorité de contrôle, il y a le ministère de l'Intérieur qui organise. Maintenant, à côté du ministère de l'Intérieur, il y a les démembrements du ministère de l'Intérieur. Il y a les démembrements qui peuvent... Monsieur Pambo. Oui, mais les démembrements, exactement, mais la nature de ceux qui peuvent aller retirer justement ces procurations auprès de ces démembrements. Est-ce qu'ils sont... Monsieur Pambo. Oui, allez-y, monsieur Kombila. Je pense que sur la question des procurations excessives, n'est-ce pas, et de la transhumance politique, nous devons reconnaître ici que ce sont là 2 mots majeurs de notre démocratie dorénavant. Et il n'y a pas mieux que l'autorité de contrôle des élections et du référendum, l'ACR, n'est-ce pas, pour légitimer les critiques qui ont été formulées contre ces 2 malheurs ou ces 2 mots-là. L'ACR dit dans sa déclaration il y a quelques jours qu'il y a eu une délivrance irrégulière et abusive des procurations par les commissions électorales en violation flagrante des dispositions du code électoral. Alors ça veut dire que l'ACR, à ce moment, a perdu le contrôle de ces commissions. Elles sont placées sous l'autorité de qui, ces commissions? Quand l'ACR vient à la face du monde dire qu'il a eu une délivrance incontrôlée finalement de ces procurations... L'ACR se fait harakiri.
Non, on va dire, l'ACR ne se fait pas avec il. puisque L'ACR veut vous faire comprendre. L'ACR se fait à Non, non, non. Rakiri et monsieur Nkolo, vous... Non, non, mais c'est pas ça. L'ACR ne se fait pas à Rakiri. Il faut bien l'interpréter. Monsieur, ce que Mais dit. si l'ACR reconnaît, Monsieur l'ACR reconnaît justement la... L'ACR pointe directement les commissions électorales. Mais pourtant, elle est censée être l'autorité de contrôle. Est-ce que cela, c'est pas faire le médecin après la mort, finalement? Sans doute, mais ça au moins le mérite, n'est-ce pas, d'être dénoncé et de légitimer une critique factuelle qui a été formulée sur le terrain à tout point de vue. Alors que des résultats ont été rendus publics et des candidats donnés vainqueurs sur la base de l'utilisation, finalement, ce sont des pratiques frauduleuses ou pas? Ce sont des pratiques... Si la CER, quelle autorité de contrôle, condamne, ça veut dire que ce sont des pratiques frauduleuses. Ce sont des pratiques Frauduleuses. on va dire dolosives, parce que, voyez-vous, Bon, les résultats en français facile. les résultats En français facile de... nuisibles. Mais non, Les résultats qui ont été, les résultats qui monsieur ont Pardon, été on ne donnés peut pas par laisser le dire ministère ça, de parce qu'il y a une l'Intérieur incidence. Il y a une sont des incidence. Ceux qui ont été résultats élus. ne sont Ceux qui ont pas été élus sur cette définitifs. base-là. Sachant qu'il peut y avoir un contentieux électoral à la Cour constitutionnelle. Mais bien sûr, le contentieux sera et ouvert. dans les tribunaux Oui. administratifs. Bien sûr. Donc, l'ACR sait très bien qu'il y a un second tour des élections législatives. Et des possibilités de recours. Et des possibilités de recours, justement. Et donc, en mettant en perspective le prochain tour, n'est-ce pas, de ces élections législatives, il y a là intérêt, n'est-ce pas, à mettre le doigt là où ça fait mal, pour que, s'il y a lieu de corriger ce qui doit l'être, que cela le soit. Non, Bon, ce n'est rapidement, pas, monsieur, rapidement, oui. ce n'est pas Oui. vrai. Pourquoi? Non, non, attends, Et oui. ceux qui sont élus, on recommence l'élection? Non, il y a le recours. On a dit il y a non, le non, recours. non, il n'y La a pas loi de recours lorsque la- vous êtes déclaré déjà élu, parce qu'on regarde, lorsque... Qu'est-ce que vous en savez? Parce que le problème, c'est que pour le problème des procurations, il faut que nous soyons clairs. Le vote par procuration, vous ne pouvez pas prouver devant la Cour constitutionnelle que... Moi, j'ai vu les gens se balader d'un centre de vote à un autre. Mais vous ne pouvez pas prouver parce que dans le procès verbal, on ne dit pas que tel monsieur a voté par procuration. Si. D'accord. Oui, monsieur, allez-y. Oui, allez, oui. Moi, je ne peux pas. Sur la liste des marges, qui est un élément qui sert pour le contentieux électoral, lorsque vous émargez sur votre nom et vous émargez sur le nom de celui Du mandant. Et vous, Est-ce que Et attention, monsieur non, Simon, non, monsieur Simon ne comprend non, pas la loi. non. Moi, je vote au 5e arrondissement. Je m'en vais exercer ma procuration dans le 1er arrondissement. Je vais voter 2 fois où? Vous n'allez pas... Non, c'est de manière pratique. Non, Ça dit que... Non, soyons pratiques. Monsieur, vous. Moi, je vote au 5e. Oui. Et j'ai une procuration, puisque la loi me permet, vous avez la loi devant vous, me permet d'aller voter au 1er. Je signe 2 fois. Non, la loi ne le permet pas, justement. Si, Non. on dit dans la même commune. La commune, oui. Mais est-ce que vous écoutez-moi, monsieur? Si, bon, Avant, oui. Oh, ben, vous aussi. Dans la même commune. oui. Dans la même commune ou le même département. Allez-y. Avant d'objecter, écoutez ce que je vous dis. Moi, je votais par procuration. Ça veut dire quoi? Lorsque je vote par procuration, je vote au moins 2 fois, n'est-ce pas? Lorsque je remplis mon devoir citoyen, en mon nom, je signe, j'émarge sur la liste d'émargement devant mon nom. Lorsque je m'en vais voter pour une 2e fois, au nom de quelqu'un, je dois émarger sur ce nom-là en mettant la mention par procuration. Ça veut dire que lorsque il y a un contentieux, le ministère de l'Intérieur ou la Cour constitutionnelle peuvent savoir combien de procurations ont été utilisées pour tel ou tel centre de vote. Mais moi, je reviens. Écoutez, monsieur, soyez discipliné. Moi, je reviens sur la question de fond. La question de fond, c'est quoi? La question de fond, c'est que, et c'est là où je rejoins monsieur Jean-Christian Kombila, la CER, en dénonçant l'utilisation irrégulière des procurations, en réalité, donne de la matière aux juges constitutionnels ou aux tribunaux administratifs pour connaître du contentieux. Ça veut dire que l'autorité de contrôle, vous déjà, je n'ai pas été satisfait de cette situation-là, mais il y a un principe moral clair. Si dans un bureau de vote, vous avez le nombre de procurations qui est plus élevé par rapport aux gens qui ont voté physiquement, il y a un problème. Il y a un problème de moralité, il y a même un problème de droit. Donc, il suffit simplement de faire jouer ces variables. Parce qu'on a des bureaux dans la circonscription où les votes par procuration ont été plus élevés que les votes en présentiel, ou pour les votes physiques des personnes Est-ce que le fait... elles-mêmes
de leur carte d'électeur. Parce que finalement, Ça veut dire- le taux de participation aussi était Justement, donc ça veut dire relativement Il faut faible. être pratique, il faut être pratique. Ça veut dire que pour faire la comparaison, parce que c'est le benchmark, pour benchmarker, l'inflation des procurations naît de quoi? Naît du fait que désormais, le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Le ministère de l'Intérieur organise les élections à des prolongements que sont la CNOSER et la SER. Donc, les procurations sont délivrées par la CNOSER dans son rôle d'organisation des élections, n'est-ce pas? Mais les préfets et les sous-préfets, le gouverneur, en tant que membre du ministère de l'Intérieur, peuvent en délivrer. C'est une innovation par rapport à l'ancien code. Mieux, dans l'ancien code, chaque commission électorale locale ne dépassait pas 250 procurations. C'était 5 carnets. Un carnet de procuration, c'est 50 procurations. Chaque commission électorale dans le package, il y avait 5 carnets, ce qui faisait 250 procurations, parce qu'on avait le soin de ne pas inflationner le vote par procuration. Donc si vous donnez les gens la propension à souhait de faire les procurations, ils vont faire les procurations. C'est l'occasion pour nous de rectifier le tir en disant que nous devons faire en sorte que dans le paquet de procurations, il y a un seuil tolérable qui soit permis, parce que la liberté, c'est faire ce qui m'est permis de faire. Alors, Pascal Coulon, on fait donc le lien entre procuration et transhumance politique. Ce phénomène de transhumance, encore appelé dans le jargon gabonais beuvotant depuis le début des années 90, persiste. Ce phénomène a été une fois de plus au rendez-vous de l'organisation de ces élections législatives et locales. On a vu par dizaines plusieurs bus transportant des beuvotants dans le Gabon profond. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les résultats des élections locales, législatives au Gabon est fortement impacté par ce phénomène? Comment faire d'ailleurs pour pouvoir... est-ce que c'est possible? Est-ce que d'ailleurs est-ce que c'est un problème moral, un problème éthique? Est-ce que ça fausse clairement les résultats dans les différentes localités? Moi, je suis du principe que tant que la loi n'interdit rien, on peut utiliser les mécanismes qui permettent de se faire élire. Il faut qu'on fasse extrêmement attention. J'ai dit de manière à ne choquer personne qu'il n'y a pas de citoyen qui soit capable de faire l'inventaire des populations d'une localité. Il n'y en a pas. Et ensuite, s'il vous plaît, peut-être d'abord essayer de bien expliquer. Qu'est-ce qu'on entend par transhumance? Qui est considéré comme transhumant? Parce que chacun d'entre nous, vous êtes du Wolontem, moi je suis Lanyanga, Jean-Christian Lanyanga, vous êtes du Wolontem. Bon, moi je suis inscrit à l'école B, l'école communale B de la commune de Tchibanga, deuxième arrondissement de la commune de Tchibanga par exemple. J'ai été à Tchibanga, j'ai voté à Tchibanga. Est-ce qu'on va m'interdire, moi, d'aller exercer mon devoir citoyen à Tchibanga? Non. Alors, est-ce qu'on peut me considérer comme transhumant? Non. Qui est transhumant? voilà. C'est la question qu'il faut se poser. Oui. Parce que, mais c'est pas vous qui posez la question. Parce qu'aujourd'hui, le fait que l'on voit de nouveaux visages, Oui. des gens qui généralement sont de cette localité, du fait qu'ils n'y vivent pas 12 mois sur 12, beaucoup de candidats pensent que ce sont des personnes qui n'ont aucun intérêt. C'est pour ça que je dis, personne n'a le listing précis de tous les habitants d'une localité. Première chose. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que lorsque la liste électorale est constituée, chaque candidat peut vérifier, voir un peu en termes de lien direct, la consonance des patronymes, les lieux de naissance, pour savoir si la liste électorale, je prends un cas ordinaire, Moabi, et puis on retrouve sur la liste à peu près 20 ou 30, 40, 50, 60 Nkoulou. Ça paraît curieux, mais si on y trouve des Mabika, des Moussavou, on suppose que ce sont des gens du terroir. Donc il faut faire attention avec cette approche qui consiste à stigmatiser des citoyens en disant ce sont des votants, ce sont des gens transhumants. Ce n'est pas vrai. L'autre chose, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, moi je suis tout de même un peu débité, nous sommes depuis 1990 à 2025, c'est peut-être la 15e élection qu'on organise. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que chaque parti politique doit disposer maintenant d'un fichier électoral. Vous savez, vous, par exemple, vous êtes candidat à Moabi. Vous connaissez le nombre d'étudiants qui sont originaires de Moabi, qui sont en Franceville, qui sont à Libreville. Vous vous intéressez à leur vie, vous vous intéressez à leur actif, vous les transformez en électeurs potentiels pour vous. Mais puisqu'ils n'ont jamais mis les pieds chez vous, le jour qu'ils arrivent à estimer que ces gens ont été corrompus. Il faut sortir de ça. Il faut regarder à ce que la loi interdit. La loi permet que vous puissiez vous inscrire sur une liste électorale, sur l'ensemble du territoire national, à partir des éléments qui sont définis. C'est
l'amitié, vous éprouvez de l'amitié pour quelqu'un, je peux moi aller m'inscrire à Port-Gentil pour voter un nombre de Port-Gentil. Vous avez des intérêts de famille, je peux aller m'inscrire là-bas. Donc, une fois que vous êtes en conformité avec ce que la loi permet, que l'on ne vous traite pas de bœuf votant. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que dès que vous avez fait l'effort de figurer sur une liste électorale, que vous avez votre carte d'électeur, que vous avez votre carte nationale d'identité, vous êtes citoyen gabonais, vous devez normalement voter. Et c'est pour cela, par exemple, sur le fait des procurations. Comment vote-t-on par procuration? On ne fait pas une liste additive. Les gens qui ont des procurations sont régulièrement inscrits sur les listes électorales. Et quand on vote par procuration, on a la carte d'identité du mandataire, celle du mandant, et la procuration, et la carte d'électeur. Donc, ce sont des pièces que la loi exige. Et tant que les listes électorales sont connues et affichées par bureau de vote, pourquoi va-t-on forcément dire qu'il y a une forme de viol de la légitimité du fait qu'il y ait des voix ou des personnes qui viennent l'extérieur pour voter? Restons conformes à ce que la loi dit. Je pense que M. Pascal Koulou essaye avec autant que faire se peut d'essayer d'expliquer l'ancien article 49 de l'ancien code électoral. Non, il faut se référer à ce nouveau code électoral. Parce que c'est lui qui est celui qu'on applique pour les élections. Non, ici, la transhumance, il faut la comprendre, elle naît du fait qu'un citoyen puisse voter à plusieurs reprises dans une localité où il n'a ni attache familiale, ni attache économique, ni attache d'amitié. Il y a l'attache politique. Et il y a aussi la transhumance, elle est encore donnée par une seconde position. C'est la position du monnayage. Ça veut dire que si moi je prends M. Pambo, M. Pambo, venez voter pour moi, pour qu'en contrepartie, je vous donne une certaine somme d'argent, c'est ça qui établit la transhumance. Or, à quel moment on peut vérifier que moi je vous ai remis de l'argent? Puisque les bus qui sont partis, regardez la petite bourgade de Ndende, 2000 procurations, ça ne vous fait pas réfléchir? Sur quoi? Est-ce que vous avez une idée, vous, exacte de 2000 procurations. La population, vous l'estimez à Non, combien? j'ai dit 2000 procurations pour une petite bourgade. Mais à quel moment, regardez comment la loi est viciée. À quel moment on peut savoir si je vous ai remis de l'argent? Puisque moi, je connais des amis qui sont partis, dès qu'ils montent dans le bus, on lui remet 50 000 francs. Mais j'ai des amis, mais le problème, c'est que tu peux faire comment pour dire au juge constitutionnel que là, il y a eu transhumance, dans la mesure où tu ne peux pas léguer les deux faits. Tu ne peux pas léguer le fait que je l'ai donné de l'argent et tu ne peux pas léguer le fait que si ceux qui sont partis, par exemple, à Ndende, mais on va dire que tous sont des Ndende. À partir du moment où si je dis qu'ils sont de Ndende, tant bien même qu'ils ne sont pas de Ndende. Mais comment je peux le prouver devant le juge constitutionnel? La transhumance dont vous parlez, Félicien Rodrigue, mais c'est ça, la transhumance. Elle a été vécue le 27 septembre seulement dans la Doula ou dans... Non, c'est un exemple que j'ai pris, c'est un exemple. Non, mais vous prenez le même exemple, ça fait 2 ou 3 fois que vous revenez sur Ndende, oui, c'était vieux et Simalo. Oui, je voudrais préciser que, et là je suis d'accord avec M. Nkoulou, le principe même de la loi, M. Buntou nous a moins la loi. Quand on dit qu'on peut voter à l'intérieur d'une commune ou d'un département, si moi je suis lecteur du premier arrondissement et que je porte une procuration pour voter au 6e, quand je vais au 6e, est-ce que c'est transhumant? Non. Non. Parce que la loi me le permet. C'est pas ça qu'on va jouer. Quand bien même, attendez, quand bien même, les gens du 6e ne me connaissent pas dans leur environnement de vie immédiat. Premier élément. Deuxième élément, la loi dit que tout Gabonais peut exercer son droit de vote partout sur le territoire où il a des intérêts de filiation, des intérêts professionnels et toute autre chose. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui permettre de dire que telle ou telle personne qui est venue voter ici n'a aucun intérêt? Les intérêts sont multiformes. Les intérêts sont multiformes. Donc, on ne peut, je pense que c'est une... Non, monsieur Simon, attendez, laissez-moi parler. Je pense que c'est une stigmatisation injuste, maladroite faite à l'endroit de certains catégories des Gabonais. Moi, je suis du Wellington. Je n'ai jamais voté dans le Wellington. Parce que je vis dans l'estuaire où je suis établi, parce que j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années dans le Gouvernement maritime, parce que j'ai des amitiés, des parentés dans telle ou telle province, je peux aller voter là-bas. Est-ce que c'est ce changement? Le Gabon, c'est une sociologie particulière. Celui qui accepte d'aller voter à tel endroit, le problème aurait été de quitter Libreville,
d'aller voter un endroit alors qu'on n'est pas électeur dans... On n'est pas inscrit sur la Voilà. liste électorale. Sinon, ce problème aurait été posé pendant les enrôlements. D'accord. Dire que toi, tu n'es pas ici, tu ne vas pas D'accord, ici. Jean-Christian Kombila, alors il y a fait, c'est la cette, liste s'il vous plaît. électorale qu'il faut Oui, c'est contester. bon, on va revenir. Jean-Christian Kombila, il y a une note circulaire sortie par le ministère de l'Intérieur Sur la transhumance. ce 1er octobre 2025 en lien je l'ai. justement avec l'utilisation abusive des procurations, la transhumance. Alors, la note circulaire, on peut la voir à l'écran. Évidemment, c'est une note circulaire adressée aux commissions électorales dans laquelle le ministère de l'Intérieur rappelle la nécessaire application de certaines dispositions du code électoral, notamment l'article 147 alinéa 2, mais également l'article 148 du code électoral. Voilà. L'article 147 alinéa 2 du code électoral, aucun électeur ne peut être porteur de plus d'une procuration pour voter pour le compte d'un autre électeur est indisponible aux conditions contenues aux articles 146 et 147, alinéa 1 du Code électoral. Par ailleurs, c'est le ministre Herman Imongo, il dit « Je tiens à préciser que conformément à l'article 148 du Code électoral, chaque procuration sollicitée par un électeur lui est exclusivement délivrée par les seules commissions électorales locales ou consulaires. Toute personne qui viendrait sciemment à méconnaître ces dispositions et sans préjudice des sanctions administratives fera l'objet de poursuites pénales conformément aux dispositions de l'article 333 du Code électoral. » Voilà, donc le ministère de l'Intérieur, comme vous l'avez dit, là, qui reprend la main pour garantir un second tour des élections législatives organisées dans de meilleures conditions. L'initiative est louable et la note est suffisamment claire. Le premier tour des élections législatives a eu lieu, le tour unique des élections locales a eu lieu. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est l'avenir. Et M. Pambo, voyez-vous, l'élection couplée législative locale intervient dans un contexte politique de restauration des institutions, de réconciliation, n'est-ce pas, du peuple avec les urnes. On a noté que le taux de participation est plus ou moins au-dessus de 50% selon ce qui a été indiqué par l'ACR. Mais ce qu'il faut relever et qui est à prendre avec beaucoup d'intérêt lorsque l'on a vécu ce que l'on a vécu dans l'arrière-pays avec ces transports massifs des électeurs, c'est qu'il y a aujourd'hui en perspective, n'est-ce pas, la décentralisation. Et la décentralisation signifie que dorénavant, la gestion des affaires publiques dans nos localités sera le fait, n'est-ce pas, des autorités établies localement qui vont disposer d'un certain nombre de pouvoirs et de compétences. Mais beaucoup de populations dans l'arrière-pays appellent aujourd'hui à un transfert des compétences techniques, n'est-ce pas, pour que dorénavant aussi les affaires de la cité soit avant tout le fait des populations établies localement. Parce que, voyez-vous, des populations... Il y a où le rapport? Des populations... Il n'y a aucun Mais c'est rapport. pour que vous ne partiez plus voter seulement, Vous avez allez influencer le vote des populations locales à chaque élection. C'est ça le lien, justement. C'est ça le Non, il y a lien. aucun Et je lien. vois bien que vous ne comprenez pas. Le professeur David Ikogu Mensa, qui est un constitutionnaliste sérieux dans notre pays, qui a été directeur à l'École nationale d'administration, a pondu une tribune libre, n'est-ce pas, sur sa page Facebook, qui a légitimé, n'est-ce pas, cette attente légitime des populations Locales, locales, autochtones, oui. qui estiment Une que question simple. autant Non, attendez. M. Kouloua apprenez à écouter. Non, mais Allez-y, M. C'est Kombila. difficile de discuter Allez-y, allez-y. Notre professeur. Non, on l'écoute. Non. télévision lorsque vous y êtes. Vous êtes toujours contraire aux idées qui viennent des autres. Allez-y, M. Kombila, terminez votre pensée. C'est pas possible. Terminez votre pensée. Donc, moi, je dis qu'il y a des voies autorisées, n'est-ce pas, en matière de partage de connaissances sur la décentralisation, comme le professeur David Ikogu Mensa, n'est-ce pas, qui estime que la décentralisation doit aller de pair avec le transfert des compétences techniques pour qu'en même temps que les affaires de la cité sont gérées par des autorités élues localement, mais que le droit de vote de ces autorités soit essentiellement, sinon même exclusivement à l'avenir, le fait des populations établies localement. On va terminer, monsieur. Il nous reste moins de 10 minutes par cet autre enseignement qu'on va essayer de tirer de l'organisation de ces élections législatives et locales. On l'a dit, tour unique des élections locales,
premier tour des élections législatives. Le 11 octobre prochain sera le Deuxième second tour. tour des élections législatives. Félicien Rodrigue, vous êtes militant du Parti démocratique gabonais. Vous étiez dans une liste 5e arrondissement de la commune de Libreville. Oui. En termes de gains, ce premier tour des élections législatives, tour unique des élections locales, on voit que le Parti démocratique gabonais, qui est l'ancien parti au pouvoir, est à la traîne. On voit que l'Union démocratique des bâtisseurs tire son épingle du jeu sur l'ensemble du territoire et même dans la diaspora. Le président du Parti démocratique gabonais est contraint à un second tour. Il a fait moins de 40%. Il est au second tour. Angeline Goma, la secrétaire générale, pareillement au second tour. Éric Dedo Bongeza, ancien secrétaire général, a été battu. D'autres figures de proue du Parti démocratique gabonais ont également été battus. je vais répondre. Ifana Monfumbi, vice-président, oui, a été battu par Maïs Moussi je peux dans la Dola. Est-ce que ce second tour des élections législatives, comment vous l'appréhendez-vous en tant que militant du Parti démocratique gabonais? Oui, Là, je pose la question au PDGiste. Oui, je vais répondre à deux niveaux. Je suis même très fier de répondre. Non, le problème, c'est que avec les assauts que l'on a reçus, les assauts, la duplicité, les assauts que nous avons reçus de notre De la part parti. de qui? Non, j'en viens. Vous avez dit qu'il faut un peu de discipline. Les assauts répétitifs que nous avons reçus avant et pendant, et même à travers ce code électoral. Parce que je vous ai fait une démonstration que le PDG est le seul parti qui a intégré. C'est une recommandation et nous avons ratifié. La transition l'a ratifié. L'adhésion des populations, le vote. Qu'est-ce que vous- Non, j'en viens. Je te dis, nous avions, moi je pense par exemple, il y a des camarades, les mêmes camarades qui étaient avec nous il y a quelques mois, ont été brillamment élus, comme il y a aussi des camarades qui sont restés au PDG. Je prendrai l'exemple. Jeannot Kalima a été élu. Hein, en Oui, Guinée, mais je crois. prendrai, Et non, voilà, je prendrai un exemple qui frôle les 84%. Madame la camarade de Nicole Robertier, membre du comité permanent, a été brillamment élue avec un taux de participation de 71%. Vous voyez que c'est un PDG réconfortant. Non, ce qu'il faut dire, je vous dis quelque chose. Nous avons voulu la restauration des institutions. Est-ce qu'aujourd'hui, chaque Gabonais, en se regardant droit dans les yeux, Non, mais nous est-ce que pouvons vous ne être répondez pas à la fiers? question que je vous Je posais? réponds à la question. Nous pouvons être fiers par le jeu des procurations, par Bon, le jeu non, des... là, on a passé cette Oui. étape. Je vous ai posé une question claire en termes de gains. Oui. Premier tour des élections législatives. Oui, le élections PDG, locales, est-ce qu'aujourd'hui- le PDG, et je vous donne une image pour répondre à votre question de manière claire. Mais le PDG, c'est comme un chasseur qui va à la chasse dans les conditions que nous savons tous et qui doit ramener le gibier alors qu'il n'avait pas de munitions. Je préférais Parce que imaginer ça comme ça. Votre point de vue sur ce premier tour en termes de gains pour les partis politiques, pour les candidats indépendants. On a vu par exemple qu'en ce qui concerne les candidats de la société civile ou indépendants, la majorité bloquante menée par Geoffroy Fumbola Libeka. Geoffroy Fumbola, dans le deuxième siège du 3e arrondissement, est au second tour, par exemple. Bon, ils ont connu des fortunes diverses. Quel enseignement vous tirez justement en termes de gains des partis politiques, des candidats à la société civile? Bon, il faut dire que globalement, les questions qui se sont posées sont des questions d'orientation. Presque tous les candidats affichaient le même discours, soutien au président de la République. Ça n'a pas été de nature à bien situer l'électorat, de un. De deux, il s'est trouvé que la difficulté de management à l'intérieur des grands partis politiques a permis aux indépendants de se profiler à travers ces brèches pour dire aux Gabonais, la chose la plus simple, c'est de nous choisir parce que nous ne sommes pas dans les contingences. Pourquoi? Parce que simplement, cette élection a un double enjeu. Il y a la nécessité pour beaucoup de se repositionner parce que ce n'est qu'à travers le rapport de force établi au travers les résultats électoraux qu'ils pensent que le chef de l'État va devoir choisir les collaborateurs avec lesquels il va former le gouvernement et meubler les institutions. Donc, pour les indépendants, le discours était simple, c'est-à-dire nous n'avons pas d'enjeu politique. Notre enjeu, c'est soutenir le chef de l'État. Et à quelques endroits, puisqu'il y avait des incompréhensions importantes, il y avait aussi des mécanismes considérés comme de fraude. Et ça permet aux indépendants de se faire un discours. Mais maintenant, leur difficulté, ça va être effectivement au second tour parce que, comme vous devez l'imaginer, les indépendants présentent un déficit de l'égalité dans le champ politique.
ils ont la légitimité par le choix des populations. Mais là, on est dans le cadre des alliances politiques. C'est-à-dire que les partis, entre eux, entre les 20 états-majors, vont se retrouver pour faire des choix dans le thème de la gestion des collectivités, dans le thème de la gestion de la représentativité à l'Assemblée nationale. Donc, les indépendants n'ont pas beaucoup de chances de survoler le deuxième tour. Jean-Christophe Kobila, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement en termes de gains pour les partis politiques et les candidats engagés? Mais ce que l'on peut voir de façon tout à fait spectaculaire, c'est l'essor de l'Union démocratique des bâtisseurs. Le parti du président Brice Clotaire Oligui Nguema sort grand vainqueur de ces élections. Que l'on aime ou que l'on n'aime pas X ou Y candidat, les résultats qui ont été annoncés donnent l'UDB largement vainqueur. Il y a aussi à relever qu'il y a une volonté, n'est-ce pas, au sein du peuple qui a été perceptible, hein, du moins dans les parties du territoire où je suis parti, une volonté de renouvellement des acteurs politiques, je ne dirais pas encore de la classe politique, mais une volonté de renouvellement des acteurs politiques. Ça aussi, c'est quelque chose qui a frappé au cours de cette double élection. Maintenant, il y a aussi à noter surtout l'avènement de jeunes élites. Et aujourd'hui, davantage que par le passé, la politique va sans doute devenir dans notre pays l'affaire des jeunes élites. Ça, c'est à noter et il est à déplorer que des partis politiques historiques, n'est-ce pas, qui ont fait la fierté de notre vie politique et qui se sont battus pour l'avènement de la démocratie dans notre pays, n'aient pas pris part à ces élections et est complètement disparu aujourd'hui du champ politique. Et donc il faut féliciter les forces politiques et les acteurs qui ont eu le courage d'aller à ces élections, parce que tout le monde qui se dit acteur politique, force politique, tout le monde n'a pas pris part à ce scrutin. Stevie et Sima, comme enseignement, on sait que lors de la présidentielle du 12 avril 2025, Pierre Claver Manganga Moussavou n'avait pas pu concourir. Là, élection législative, je crois qu'il a été candidat, il a été battu. Est-ce qu'en termes d'enseignement, on peut dire que c'est peut-être le glas qui a sonné pour lui? Jean-Christophe Kobila, vous venez de parler de ces partis historiques qui ont œuvré, qui ont été à la manœuvre pour asseoir la démocratie de notre pays, et le Parti social-démocrate en fait partie. Il n'a pas été élu, ce n'est pas une première. Madame Albertine Manganga Moussavou a été élue, ça c'est une constance, évidemment. Le Parti démocratique gabonais, Camélia Toutoum Leclerc, ministre de l'Éducation nationale, a vu son élection invalidée, donc il y aura une reprise au niveau de Ntoum, reprise également à Moabi, dans la Nyanga. Ça a été âprement disputé et ça a été d'ailleurs le point le plus chaud de l'organisation des élections dans la Nyanga, la Duini et la commune de Moabi. Donc il y a encore des beaux duels en perspective, c'est ça? C'est ça. Je pense que nous sommes à l'ère de la restauration. La restauration, elle aussi, la restauration des acteurs politiques. Je pense que les acteurs politiques qui ont fait l'histoire de notre vie démocratique ont le mérite d'avoir fait cette histoire. Je pense que la démocratie, c'est aussi le principe de passage de témoins générationnels et des idées. Aujourd'hui, certaines idées qui ont fleuri hier, qui étaient pertinentes hier, peuvent aujourd'hui paraître désuètes en fonction du contexte socio-politique et même sociologique. Et je pense aussi que l'enjeu de cette élection, sous un régime présidentiel, était beaucoup plus au niveau des partis politiques, au niveau de la représentativité de ces partis politiques-là. Chacun, ne voulant pas mourir politiquement, s'est battu corps et âme pour exister politiquement. Et les combats ont été âpres. Et aujourd'hui, on retient que l'arbitre des ambitions politiques, c'est le peuple gabonais. Le peuple gabonais a donné son verdict en faveur d'une certaine tendance des candidats, notamment ceux de l'UDB, et des candidats indépendants qui ont pignon sur rue dans notre vie politique, ont aussi donné quelques éléments de progrès. La critique. Vous avez déjà donné votre avis, monsieur? Non, j'ai donné mon avis sur le PDG, je n'ai pas donné mon avis sur... Mais on vous a posé la question, vous avez divagué, c'est pas Non, moi, je n'ai pas divagué. Il faut que je donne mon avis. Terminez, monsieur Sima, s'il vous plaît. Donc, là, je disais que
La politique, c'est aussi cela. J'ai perdu le fil de mes idées. Bon, ça va. Oui, j'aimerais dire en quelques secondes mon idée. Vous savez, je parle de 3 mots. J'ai parlé de la restauration. Que la restauration, le président de la République est dans la restauration. La deuxième chose que j'aimerais dire en dehors de la restauration, j'aimerais dire que l'équité dans tout ce que nous faisons. Et la troisième chose que j'aimerais dire, qui est important, et vous l'avez soulevé, oui, l'UDB est le parti majoritaire avec 52 élus déjà au premier tour. Je leur souhaite plus de 100 élus, et comme ça, on aura une démocratie à la gabonaise aux couleurs de l'UDB. C'est la conclusion. Militant du PDG, c'est quand même dur d'entendre. Il faut également rappeler qu'en termes de reprise des élections, il y aura également une reprise du vote à Rennes en France, évidemment. Et le ministère de l'Intérieur, dans les prochains jours, va rendre officiel le calendrier de la reprise de ces élections. Donc, ce seront donc des élections partielles organisées dans ces circonscriptions-là, puisque le processus de la transition doit arriver à son terme avant le mois de janvier 2026. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de l'émission Les Demi-Heures. Merci à vous, Monsieur Félicien Rodrigue. Merci à Pascal Nkoulou. Merci également à Jean-Christian Kombila, à Stevie Essima. On va se retrouver à nouveau pour faire le point après l'organisation du second tour des élections législatives, pour faire la comptabilité, évidemment, faire les comptes, faire la comptabilité au terme de ce second tour des élections législatives. Merci de nous avoir regardé. Bonne suite des programmes sur Télé Africa.